Moi, je suis Chloé Schiaffino, je suis directrice d'investissement dans le fonds SPI, Société de Projets Industriels de BPI France. Donc, on reviendra dessus, mais c'est un fonds qui est dédié à l'industrialisation de technologies ou produits innovants. Bonjour à tous. Donc je suis Ray, cofondateur et CEO d'Innovafeed. Ravi de participer à cette discussion aujourd'hui. On reviendra un petit peu sur l'activité Innovafeed, mais ce que l'on fait, c'est la production de protéines pour l'alimentation animale essentiellement, à partir d'insectes. Bonjour, Nicolas Duvaux, je me joins à Chloé et Clément pour dire que je suis ravi de participer à cette table ronde. Donc, cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Cariol, donc une start-up industrielle qui a, on reviendra un peu après dans le détail, mais 6 ans, une cinquantaine de personnes, une première usine dans le sud-ouest de la France, et nous, on conçoit, on fabrique, on commercialise des outils électriques, donc des remorques électriques pour vélo et des chariots de manutention pour le secteur du BTP. Vous nous dites, Véronica, si vous voulez plus de détails ou... Si vous voulez qu'on s'improvise modérateur de la... Eh bien, en fait, oui, c'est une très bonne idée. Donc, peut-être, si chacun peut présenter ses enjeux par rapport à la réindustrialisation, voilà. Je ne vais pas commencer tout le temps. Hein. D'accord. Ah, c'est comme tu veux, Chloé. Nicolas, à toi. Allez, je commence. J'ai terminé, donc je commence. Les enjeux de la réindustrialisation. Donc, nous, pour donner un... Je vais prendre du coup 5 minutes. Je pense que ça sera pas mal. Et puis, comme ça, je vous donnerai la parole après. Donc, pour comprendre le contexte, on est Cariol, c'est une société donc, qui conçoit des véhicules électriques, un peu comme un constructeur comme Renault, un constructeur automobile classique qu'on va trouver en France. Avec des choix, donc une fois qu'on conçoit et qu'on commercialise nos véhicules, on va avoir tout un choix sur la chaîne d'industrialisation qui va être, comme beaucoup d'entreprises font. Oui, ça bouge, très bon. Bonjour Louis. J'ai un peu de... J'attends juste pour voir si Louis... Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Désolé pour le retard, petit problème technique, mais c'est bon. Donc voilà, les présentations ont été faites et le début, c'était les enjeux de la réindustrialisation. Et à toi la main. Très bien. Bonjour à tous. Pardon. Non, vas-y Louis, je commençais à peine sur les enjeux de l'industrialisation, mais vas-y, on te laisse introduire et comme ça, on pourra repartir. Ok, très bien. Je vais faire vite parce que du coup, je suis arrivé un petit peu en retard. Bonjour à tous. Louis Fleuret, je travaille au sein de la mission French Tech, qui est une équipe au sein du ministère de l'économie qui est en charge de soutien à l'écosystème de start-up français. Et du coup, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour modérer cet échange autour de l'apport des start-up green tech en matière de réindustrialisation. La French Tech, comme vous le savez, c'est le nom de l'écosystème, donc c'est les entrepreneurs, les investisseurs, les incubateurs, pas mal de lieux d'innovation. Et historiquement, ça fait une dizaine d'années que l'écosystème est en train de se développer. Et historiquement, c'est un écosystème qui était plutôt considéré comme digital, donc des boîtes comme ManoMano, Blablacar, Doctolib, du coup, qui sont soit des SaaS, soit autre chose. Et du coup, c'est vrai que dans les plus grands startups françaises, elles sont majoritairement digitales. Dans les startups utilisées par des millions de Français, elles sont plutôt digitales comme vente privée, par exemple. Et malgré le fait qu'il y a toujours eu quelque part des startups qui avaient des sites de production en France, si on pense à Ledger par exemple, finalement ils ont une usine à Vierzon depuis quand même des années. La dimension industrielle des startups était longtemps minoritaire. Depuis 1 ou 2 ans, c'est une dynamique très forte de changement avec une augmentation très forte du nombre de startups qui passent à une phase industrielle. C'est une startup qui a un site de production, ça peut être pour produire ça peut être pour produire
des ingrédients de l'alimentation, on va en discuter juste après, mais en tous les cas, derrière un écosystème qui était historiquement fondé majoritairement sur du digital, là, depuis 1 ou 2 ans, on a des projets qui ont plus qu'1 ou 2 ans, mais qui sont en train d'arriver à une étape d'une usine construite ou en cours de construction. Et derrière les quelques boîtes les plus connues, dont c'est finalement, on a dans les 2-3 prochaines années un potentiel assez fort avec d'autres entreprises qui ne sont pas encore connues, mais qui arrivent, ce qui fait que ce qu'est la French Tech, ce qu'est l'écosystème, finalement, est en train de changer assez fortement. En France, on a une centaine de nouvelles usines qui ouvrent en France par an. Et on estime qu'à l'horizon 2025, on pourrait avoir plus de 50 usines issues des startups. Donc, c'est-à-dire qu'en volume, c'est un changement qui est assez radical sur ce que la French Tech peut apporter à l'économie française, puisque du coup, c'est des emplois industriels en France, c'est des emplois qui sont un peu mieux répartis territorialement, peut-être que l'écosystème purement digital. C'est des emplois aussi un peu plus diversifiés. Il y a évidemment beaucoup de tech, ce sont des lieux de fabrication, mais très technologiques en même temps. Et donc, du coup, là, on a un mouvement qui est en train de transformer ce qu'est la French Tech, qui a encore une perception très digitale, mais qui est un mouvement vraiment en pleine transformation. Donc, c'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Et ce mouvement, il est, j'allais dire, d'abord porté par les startups Green Tech. Il y a quelques boîtes industrielles qui ne sont pas forcément Green Tech, mais en tous les cas, le souci de produire est souvent lié à un souci de produire mieux, de produire plus durable. Et finalement, c'est une utilisation de la technologie pour produire de manière différente. Et heureusement, en matière d'environnement. Du coup, on a 3 intervenants aujourd'hui de Cariol, Innovafeed et BPI France que je remercie. Du coup, je vais vous passer la parole tout de suite, peut-être pour illustrer cette dynamique de start-up industrielle que j'évoquais, en commençant par toi, Clément. Du coup, est-ce que tu peux rappeler ce que fait Innovafeed, les enjeux auxquels finalement, ce qui t'a motivé à créer une start-up avec un outil industriel plutôt que d'externaliser pour faire un autre modèle? Volontiers. Donc, quelque part, si on commence par l'ambition d'Innovafeed, c'est de contribuer à la construction d'un système alimentaire plus durable en redonnant à l'insecte la place qu'il a dans la nature. Si on prend un peu de recul, quel est le rôle de l'insecte dans la nature? C'est de recycler des déchets, de transformer en humus, en sol, et ce faisant réinjecter dans la chaîne alimentaire des nutriments. Donc, parce qu'ils sont à leur tour mangés par des oiseaux, des poissons, des petits mammifères. C'est un des principes de circularité de la nature, et c'est quelque part la raison d'être d'Innovafeed, c'est de réintroduire dans notre système alimentaire ce principe de circularité. Il y a des enjeux qui sont, on connaît, qui sont très importants, des enjeux environnementaux très importants liés à la durabilité de notre système alimentaire. C'est 25% global, c'est 80% de la perte de biodiversité qui est liée directement ou indirectement à notre système alimentaire au cours des dernières années. Et donc, ces innovations peuvent être des leviers importants pour répondre à ces enjeux. Comme souvent dans des projets industriels, l'idée n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, en fait, c'est l'échelle à laquelle cette idée peut être implémentée. Ce qui permet cette échelle, c'est souvent la technologie. Et dans le cas de notre filière, de notre industrie, c'est définitif, c'est très très clairement l'investissement dans la technologie, d'abord au stade de laboratoire, puis de pilote, puis d'usine à taille, qui permet en fait de libérer ce potentiel. Donc, pour donner quelques éléments concernant ce déploiement industriel, nous chez Innovafeed construit deux fermes verticales. Une première, une ferme pilote qui fonctionne depuis 2007, et puis l'année dernière, une seconde ferme qui est la plus grande au monde, dans la Somme. C'est 25 000 m², c'est 70 millions d'euros d'investissement, c'est 500 emplois directs ou indirects. Et là, on atteint des échelles importantes. Je donne juste un chiffre qui est souvent parlant, c'est qu'on collecte 20 000 œufs d'insectes chaque seconde à travers de la robotique, des capteurs. Donc, et cette technologie, effectivement, elle n'existait pas. Elle a dû être développée, et c'est aussi la valeur ajoutée qu'apportent des startups industrielles comme Innovafeed. Aujourd'hui, on est 300 chez Innovafeed, et sur ces 300, il y a 170 ingénieurs qui travaillent sur les sujets de biologie, sur les sujets d'automatisme, de data.
qui sont en fait la valeur ajoutée que l'on apporte et qui est à la base en fait de la conception d'industrie. Clément, Nicolas, même question, du coup, qu'est-ce que fait Cariol et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à créer une start-up qui en même temps a une dimension de production? Merci Louis, merci Clément. Donc, ce que fait Cariol, à quel enjeu on répond? Nous, on essaye de répondre on essaye de remarier deux tendances qui s'opposent et qui sont au cœur un peu des villes, des villes qu'on connaît en France et plus largement dans le monde. C'est on veut aller vers un environnement, un air plus respirable et des villes moins saturées. Donc, en fait, on veut aller vers une mobilité du dernier kilomètre qui est propre. Et cette tendance s'oppose à une autre tendance, c'est l'augmentation de l'ère servicielle et du numérique qui crée une logistique sur le dernier kilomètre. Et créer, parce qu'en fait, on voyait qu'il y avait deux tendances qui s'affrontaient, des villes à la fois saturées, mais des demandes en logistique, que ce soit sur une partie alimentaire, sur la livraison de matériaux ou sur le colis, en fait. Il suffit de regarder l'explosion d'Amazon et les flux dans le dernier kilomètre. Et donc, Cariol a voulu répondre à cette problématique et mettre au service, en observant un petit peu toutes les technologies qui étaient développées, qu'on trouvait assez pointues, mais qui ne répondaient pas forcément au sujet, les technologies de drones, de pilotage autonome, de véhicules robots qui pouvaient livrer. On s'est dit qu'avec une approche plus pragmatique et un savoir-faire d'ingénieurs qu'on a sur le territoire français, on pourrait peut-être trouver une solution. On a abouti en développant une technologie à la fabrication de remorques électriques pour vélo, qui a un enjeu simple, c'est de pouvoir compléter le véhicule utilitaire sur le dernier kilomètre. Donc en prenant ces avantages, donc la capacité d'emport d'un véhicule utilitaire, être capable de transporter 300 à 400 kg de l'ordre du mètre cube, mais avec les avantages du vélo, c'est-à-dire en circulant rapidement, en limitant les contraintes de stationnement et de circulation, et surtout de manière propre. C'est-à-dire sans émission et avec une charge morte, c'est-à-dire une charge utile très légère. Donc ça, c'est le principe de Cariol. Aujourd'hui, je suis une entreprise d'une 50aine de personnes. Ce qu'a dit Clément est très juste. Quand on va avoir de l'impact, il ne faut pas une idée, une techno, il faut aussi passer à l'échelle. Parce que passer à l'échelle, ça permet, quand on adresse une problématique comme on adresse, c'est-à-dire la logistique last mile, et trouver des moyens complémentaires aux véhicules utilitaires qui aujourd'hui ne trouvent plus leur place sur le dernier kilomètre. Les artisans qui l'utilisent sont complètement stressés d'être dans des villes congestionnées. Les aires urbaines ne veulent plus de bouchons, mais par contre, tout le monde veut se faire livrer rapidement sa nourriture ou son flux de matériaux. Donc, si on veut avoir de l'impact, il ne faut pas avoir qu'une idée et un prototype. Il faut être capable de proposer des produits fiables, de série, à prix efficace, en fait, à prix productif. Et donc, l'enjeu d'industrialiser, c'est cet enjeu-là, c'est d'être capable d'adresser un produit qui a de l'impact écologique et économique, et donc d'être capable de faire comme Renault, mais avec un produit green tech, si vous voulez. Et pourquoi industrialiser en France? On le voit aujourd'hui en une minute, c'est important de le souligner. Ça a des intérêts, mais ça a aussi une implication forte, je pense, et une responsabilité. Les enjeux, on le voit dans la crise mondiale aujourd'hui, s'approvisionner, c'est devenu une complexité très forte. On a des usines qui ferment. Les flux sont complètement, chaotiques aujourd'hui en approvisionnement. Et donc, du coup, les gros prennent et il est très difficile de s'approvisionner. Donc, se rapprovisionner en circuit court, ça permet de sécuriser beaucoup une production. Produire en France, ça permet de répondre quand même à un enjeu éthique et de réinjecter une valeur de soutien de l'État qu'on a à travers les dispositifs via l'ADEME, la BPI, et c'est une responsabilité, je pense, que de réinjecter dans l'emploi les soutiens financiers qu'on a de l'État. Et enfin, il faut le souligner, en France, c'est un pays où on avait des aires industrielles, une ingénierie qui était très forte et mise en avant il y a une 50aine d'années, dans l'ère de l'invention des nouvelles usines nucléaires, dans le lancement d'Airbus, dans les trains. Et on a beaucoup de savoir-faire qui permettent de faire de la conception très efficace, des produits efficaces et donc pertinents quand on les met chez les clients. Donc je pense que fabriquer en France et avoir un tissu de sous-traitants français, ça permet d'avoir un produit de très, très bonne qualité. Ça a une implication, c'est capitalistique.
Et je pense que, moi, c'est le message que je porterai autour de cette table ronde, on a des pouvoirs publics qui sont très investis aujourd'hui sur l'industrialisation des startups, on le voit à travers la Green Tech, et je ne peux qu'encourager cet investissement de l'État parce que, comme disait Clément, les emplois directs et indirects sont très forts quand on prend ce pan de l'industrialisation sur le territoire. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair et très intéressant. Puis on voit que les enjeux d'approvisionnement sont importants et pour toi et côté Innovafeed. Tu parlais des pouvoirs publics, donc justement BPI France qui est l'un des principaux acteurs de soutien à cet écosystème de start-up industriel. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu la vision de BPI France et du fonds SPI sur ce sujet, sur la dynamique qui est en cours? Ah pardon, je crois que ton micro est coupé. Pardon. Juste pour rappel, qu'est-ce que le fonds SPI? Donc effectivement, c'est un fonds d'investissement qui appartient à la galaxie BPI France. C'est un fonds d'investissement qui a une thèse très particulière quand elle a été créée en 2015, puisque elle a vocation à porter en industrialisation donc des projets innovants. Donc de faire passer le changement d'échelle des innovations et des technologies innovantes qui ont été développées soit dans des grands groupes, soit dans des PME, soit par des startups industrielles, comme c'est le cas pour Innovafeed ou pour Cariol. Et donc d'accompagner cette transition industrielle sur des projets qui sont matures en R&D. C'est un fonds qui est doté de 800 millions d'euros, donc qui est un fonds assez important et qui est souscrit par des acteurs publics, puisque c'est le programme d'investissement d'avenir et la BEI qui ont souscrit à ce fonds-là. Donc, le fonds, ça fait 6 ans effectivement qu'il accompagne des projets innovants qui ont vocation à créer des industries en France. Nous, on voit tout type de projets, pas forcément que de la start-up dite industrielle, on voit aussi des projets qui ont été incubés dans des groupes, on voit des projets qui ont été incubés dans des centres de recherche, mais on sent effectivement une grosse tendance de fond sur la start-up et on voit des entrepreneurs qui ont envie de participer à l'industrialisation de la France et on en voit de plus en plus. Alors, c'est une analyse comme notre, mais on voit plusieurs facteurs à ce mouvement-là autour de l'industrialisation et de start-up industrielles. La première, c'est que beaucoup, et notamment aussi les projets comme Innovafeed et Cariol, sont des projets qui répondent à des problématiques environnementales ou sociétales récentes. On se posait pas autant de questions autour de ces projets environnementaux il y a quelques années, et donc on voit l'émergence de projets autour de la bioproduction, de la chimie verte, qui viennent répondre à des questions de problématiques de substitution de produits pétrosourcés ou de gestion de la ressource naturelle. On voit des problématiques autour du recyclage aussi, là encore, gestion de la ressource, questionnement autour de la consommation, de la nouvelle mobilité avec l'émergence de l'électrique, de l'hydrogène. Donc tous ces projets-là, en fait, sont des projets qui sont en fait des réponses à des problématiques qui sont récentes par rapport au temps du monde industriel. On a aussi c'est souvent des projets qui sont complexes en termes d'innovation, donc qui nécessitent des temps de R&D assez longs, et donc qui arrivent maintenant 5, 10 ou 15 ans après à des phases où la R&D est stabilisée et où on se pose la question de quelle est la stratégie industrielle qu'on veut mener. Donc Innovafeed est un bon exemple aussi de ce type de réflexion. Et donc c'est des projets qui sont matures, qui se disent voilà, j'ai envie d'industrialiser, je veux changer d'échelle, donc je me pose la question de où je vais le faire. Et donc la France est effectivement un pays qui a beaucoup d'atouts, et donc il y a de plus en plus de startups industrielles qui se disent voilà, j'ai envie d'industrialiser en France et qui cherchent des outils pour cette industrialisation. Et après, je dirais que c'est là encore l'exemple de Cariol et d'Innovafeed. C'est des entrepreneurs qui sont beaucoup plus agiles, qui sont beaucoup plus averses au risque que ce qu'on peut le voir dans les grands groupes industriels où le temps est encore beaucoup plus long. Et donc, cette question de l'industrialisation et de la mettre en œuvre beaucoup plus facilement que d'autres acteurs. Donc, je dirais que tous ces facteurs font qu'à un moment donné, oui, les startups sont un panel important des acteurs de l'industrie de demain. Et juste à titre d'exemple, dans le fonds SPI, depuis sa création, on a vu à peu près plus de 1000 projets, donc avec des maturités diverses, portés par des acteurs divers, mais je pense que ça illustre quand même assez bien la dynamique industrielle autour de ces problématiques innovantes, puisque clairement, on ne regarde que des projets qui ont des sujets d'innovation forts. Donc,
dirais qu'il y a une dynamique de fond assez importante, effectivement. Très bien, merci beaucoup. J'espère qu'on a pu faire passer le message collectivement qu'il y avait une dynamique de start-up industriel très forte en France déjà, mais encore en forte croissance. Et du coup, la question, c'est de savoir est-ce que cette dynamique de start-up industriel répond aussi à un enjeu de transition écologique. Vous avez commencé à y répondre, mais peut-être pour aller plus dans le détail, en commençant par toi, Nicolas. Du coup, tu as parlé des enjeux auxquels répond Cariole, mais du coup, comment est-ce que tu l'impact environnemental dans le processus de mise en place de la solution, comment tu arrives à le mesurer, est-ce que ça remplace d'autres types de mobilité, est-ce que tu arrives à concevoir et à évaluer un petit peu l'impact environnemental de Cariole? Pardon, je crois que ton micro est toujours coupé. Merci Louis, c'est une très bonne question. Donc je vais d'abord vous présenter rapidement le principe de l'impact chez Cariole et puis après comment on le mesure, parce que c'est une deuxième question qui est importante et pas toujours évident quand on est dans une phase agile. L'impact de Cariole, c'est nous notre vrai focus. Quand on parle de mobilité électrique, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut des véhicules électriques ou des véhicules thermiques. C'est un vrai sujet et quand on regarde globalement la chaîne d'impact carbone d'une motorisation thermique ou électrique ou à hydrogène, globalement, ça se mesure. Le vrai impact en logistique, l'unique impact, et d'ailleurs l'impact globalement écologique, c'est la consommation. C'est quelle va être la consommation du véhicule pour faire son travail. Et donc, notre manière de traiter l'impact à Cariole, c'est de faire des véhicules qui vont avoir une charge utile la plus grande possible avec une masse à vide la plus basse possible. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, à titre d'exemple, une Cariole dernière génération va peser à vide 100 kg et va être capable de transporter 350 kg de charge utile. Là où un véhicule utilitaire classique, par exemple électrique, va peser environ 2 tonnes pour 600 kg de charge utile. Alors là, je parle des véhicules utilitaires, mais si on va au-delà, on a tous vu des camions qui transportent 2 palettes, qui vont livrer un centre-ville, des camions vides, ou alors là, vous parlez de 12 tonnes de matière transportée pour livrer une palette de 400 kg. Donc l'impact écologique en logistique, c'est diminuer au maximum la consommation et être le plus efficace possible dans ce qu'on consomme pour livrer. Et donc ça, c'est le premier enjeu du vrai impact qu'on a. Et donc je rentrerai juste après sur comment on le mesure. Le deuxième impact, évidemment, c'est l'impact local, c'est la respirabilité. Et donc là, c'est l'électrique, c'est de se dire passer d'un véhicule utilitaire qui va être ou d'un véhicule électrique qui va prendre beaucoup de temps dans la congestion urbaine et le remplacer par un véhicule agile qui, en se faufilant comme un vélo, va permettre de transporter 350 kg, donc 70% des charges que vous allez rencontrer dans n'importe quel véhicule utilitaire que vous allez ouvrir, et sans émission de CO2 et sans perte due à la perte de temps due dans les bouchons. C'est le deuxième impact de Cariole, c'est la non-émission de la perte de la tonne de carbone, la diminution de la tonne de carbone à la livraison. Maintenant, comment on mesure? Parce que effectivement, souvent on nous challenge sur l'impact et la manière dont on le mesure, et quand on est une start-up, en fait, on travaille par pragmatisme et efficacité, et effectivement la mesure vient souvent dans un second temps. Moi, je pense que c'est une responsabilité qu'on a et c'est des travaux qu'on a entrepris depuis 1 an et demi où il y a beaucoup aujourd'hui de dispositifs, d'entreprises de conseil, on peut en citer quelques-unes comme Carbone Fort, qui vont mettre en place des outils de mesure très précis et qui vont venir nous aider à challenger dans des projets pour mesurer notre impact. Et donc, nous, on a mené 2 études justement avec des cabinets externes. Et donc, on a mesuré 2 pans. C'est la réduction, en gros, de la consommation sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la consommation et des émissions de CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur le sujet de la masse à vide par rapport à la masse transportée. Et puis, on a mesuré aussi sur des schémas classiques de livraison urbaine d'un véhicule utilitaire sur 5 heures par jour, 6 km autour d'un point de livraison, la réduction d'émissions de CO2. Donc, on a fait ces 2 études-là et on peut dire que, par exemple, une Cariole par rapport à un véhicule utilitaire sur une année d'utilisation, ça va réduire d'1 tonne simplement d'émissions de CO2 en livraison, autour d'un point de livraison. Par exemple, vous prenez les Carioles de Bricorama qui vont livrer les clients de Bricorama
à Paris, on va gagner 1 tonne par rapport à un utilitaire. Et puis après, sur la chaîne de consommation globale, on a atteint des niveaux de performance assez élevés. En fait, on se rend compte que vraiment la charge à vide, et cette consommation, c'est ça qui coûte à la planète. Et là, on va atteindre des niveaux de performance de près de 72% en comparaison par rapport à un véhicule utilitaire. Ok, très bien. C'est vraiment très intéressant. En effet, j'imagine que ce soit les investisseurs, les clients qui regardent de plus en plus pour vérifier si cette dynamique générale un peu green tech, quel est l'impact concret. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant de voir dans le détail. Clément, côté Innovafield, vous êtes plutôt sur le premier kilomètre de production, on va dire, en matière d'alimentation et d'engrais. Donc, on va dire un impact qui est différent de celui de Cariol. Comment est-ce que tu le mesures? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est en externe? Voilà, pour aussi, derrière cette dynamique environnementale qui, je crois, était au fondement de la création d'Innovafield, du coup, comment vous arrivez à le mettre en place, de fait, dans le processus de production? Écoute, pour construire sur ce qu'a partagé Nicolas, je pense que c'est effectivement important d'avoir la bonne méthodologie au départ. Moi, la première étape, c'est de savoir sur quoi tu veux avoir un impact. Quels sont tes Après, avoir l'outil qui permet d'évaluer cet impact. Et ensuite, de pouvoir mettre en place la stratégie et les actions qui permettent de minimiser les impacts que tu as mesurés. Nous, quelque part, on s'est fixé 2 objectifs d'impact environnementaux. Le premier, c'est sur les émissions de carbone, et le deuxième, c'est sur la biodiversité. La méthode, c'est une analyse de cycle de vie, et les réponses que l'on a pour minimiser notre impact sur la biodiversité ou notre impact carbone qui a été mesuré par cette analyse de cycle de vie, c'est la symbiose industrielle qui a été développée, qui, de la même façon qu'on cherche à optimiser une performance économique, nous permet d'optimiser une performance environnementale. Maintenant, si je rentre un peu plus dans des exemples concrets au-delà de ces concepts, l'enjeu sur les émissions carbone, si on veut respecter les trajectoires de Paris, c'est qu'il faut qu'on diminue de 70% nos émissions de CO2 liées à notre alimentation. Ça sera en partie via l'innovation, ça sera en partie via les changements de nos habitudes alimentaires. Lorsqu'on a réalisé une analyse de cycle de vie sur cette partie carbone, on s'est rendu compte que suivant nos produits, ils avaient un impact entre 50% et 80% inférieur aux produits que l'on remplace. Donc, la protéine d'insecte, par exemple, a une performance, émet 50% de carbone en moins que les farines de poisson qui sont utilisées dans l'alimentation des poissons d'élevage. On voit que c'est bien, mais que l'innovation qu'on apporte n'est pas suffisante pour respecter les 70% visés. Donc, on fait une partie du travail. Une partie du travail devra être fait par l'évolution de notre mix alimentaire. Moins de protéines animales, davantage de protéines végétales, et un changement du mix vers des protéines animales à fort impact, comme le bœuf, vers des protéines animales à faible impact, comme le poisson ou le poulet. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette analyse de cycle de vie, on se pose la question de comment est-ce que l'on fait pour minimiser notre empreinte carbone, notre empreinte sur la biodiversité. Et il y a plein de leviers qui apparaissent. De la même mesure, quand tu construis un business plan, quand tu fais le PNL d'une activité, tu te rends compte qu'il faut que tu optimises tel poste de coût et tel poste de coût. Nous, c'était très clair. Il y avait 2 postes qu'il fallait qu'on optimise sur notre bilan environnemental. C'était l'impact qu'on utilisait pour nourrir nos insectes et l'impact sur notre consommation énergétique. Et la réponse qu'on a apportée, c'est un modèle de symbiose industrielle. Donc, nos fermes verticales sont construites en colocation avec des unités, des amylonneries en l'occurrence, qui produisent des déchets. On se met juste à côté de ces usines et on récupère leurs déchets sur place avec des tuyaux, ce qui évite de la logistique. Cette colocalisation permet également de réduire de façon très significative le coût de traitement des déchets des coproduits par les agents qui apportent ces aliments. Et c'est un levier d'économie carbone décisif pour eux parce que 40% des émissions de consommation énergétique d'un amylonnier, c'est le traitement de ces coproduits. Notre modèle de symbiose où on se colocalise permet de le réduire à 0. Donc, c'est un levier de neutralité carbone décisif.
De la même façon, sur notre deuxième poste d'empreinte environnementale, qui est notre consommation d'énergie, nos industriels nous permet de récupérer de l'énergie fatale. Je prends l'exemple de notre usine dans la Somme. On récupère 15 MW d'énergie fatale, d'énergie basse température, qui représente 70% de notre consommation énergétique. C'est absolument décisif. Et donc, ce modèle de symbiose permet de réduire de 80%, soit 57 000 tonnes de CO2, notre empreinte environnementale. Ça nous permet d'avoir une performance bien meilleure que d'autres types de protéines alternatives. Et ces leviers ont été identifiés grâce à tout ce processus, définition des bons indicateurs, définition de la méthodologie d'analyse qui est l'analyse de cycle de vie et optimisation des principaux postes. Clément, là aussi, très intéressant et ce dont on se rend compte en vous écoutant tous les deux, c'est qu'il y a un niveau de technicité de l'impact environnemental ou des sujets de biodiversité qui est extrêmement fort, où finalement derrière un peu une tendance presque sociétale, en fait, concrètement dans une entreprise, il y a un niveau technique, à la fois avec des cabinets extérieurs et aussi avec des recrutements internes, j'imagine, du coup, qui est du coup un autre défi quelque part pour réussir, c'est aussi réussir à trouver ces compétences, ces talents qui vont permettre de mettre ça en place. Du coup, peut-être une question pour BPI France. Là, on a deux exemples qui montrent de boîtes à dimension industrielle et qui répondent à des enjeux écologiques. Est-ce qu'on les a opportunément choisis pour la table ronde d'aujourd'hui ou est-ce que c'est une vraie dynamique de fond de cette industrielle qui majoritairement sont sur des enjeux environnementaux? Ah, pardon, ton micro est toujours coupé. Pardon. Je pense un peu les deux, non? Sur est-ce qu'on les a opportunément choisis ou est-ce que c'est une tendance de fond? Non, nous chez SPI, très clairement, on regarde des projets innovants, mais on est très attentif à ce qu'ils aient un impact sur la transition énergétique environnementale. Sur les 16 participations qu'on a en portefeuille, il y en a 9 qui ont un impact direct. Parmi les 9, c'est des projets qui sont similaires ou sur des problématiques assez similaires à celles de Clément ou de Nicolas. On a Forcy qui fait de la batterie pour les véhicules lourds, donc les bus notamment, pour améliorer la transition énergétique et les changements de mobilité. On a Lactips qui fait du polymère qui a des performantes. L'objectif, c'est de remplacer certains usages avec des ressources biosourcées, parce que c'est à base de caséine de lait. On a Keneis qui fait de l'IoT à destination principalement environnementale, Evertree qui fait de la colle biosourcée pour l'ameublement. Donc très clairement, on a autour de toutes ces startups un point commun qui est la volonté environnementaux de l'environnement de demain. Ça, c'est vraiment ce qu'on observe. Et qui sont portés par les startups, mais très clairement, la grande majorité là. Il y a aussi pourquoi cette tendance? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actions publiques qui sont faits de ces changements. Il y a BPI France qui porte une partie de ses actions via le plan climat, qui accompagne les sociétés à travers des financements particuliers, les prêts innovation, les prêts verts, les prêts économie d'énergie. Mais j'ai aussi des programmes d'accompagnement plus larges via des financements. Donc, justement, comment mesurer son impact écologique, environnemental, comment assurer sa transition écologique environnementale. Il y a de ces problématiques. Donc, il y a vraiment des vrais programmes au sens un peu large qui sont mis en place pour accompagner les startups, mais les autres entreprises également. Et après, il y a d'autres actions, d'autres acteurs. Il y a BPI France, mais il y a l'ADEME, qu'a cité Nicolas tout à l'heure. Il y a la CDC aussi, qui est très positionnée sur ces problématiques-là. Donc, il y a vraiment une grosse dynamique autour de cette transition. Et les startups s'y inscrivent et sont encouragées à s'y inscrire très fortement, clairement. Merci. Pardon, je vais revenir vers toi, Chloé, aussi, justement sur
de réussite d'une startup industrielle où à la fois il y a des éléments de financement qui peuvent être avec le fonds SPI, mais du coup il y a une question sur du coup l'investisseur privé derrière qui est aussi est-ce qu'il suit un peu cette dynamique de startup industrielle, et aussi l'intégration aussi dans un environnement industriel, alors qui peut être de la colocalisation comme InnovaFeed, qui peut être choisir le site fournisseur, le modèle aussi de startup industrielle. Du coup, voilà, est-ce que les différentes participations à l'activité du fonds SPI donnent un peu des clés de réussite au-delà d'être financé par le fonds SPI, qui j'imagine est un fort levier, mais du coup, je pense que ça donne une vision un peu 360 sur ces conditions de réussite. Ouais, je pense qu'il y a un socle commun qui est le même pour toutes les startups. Il faut un projet solide, de l'envie, de la résilience, une motivation très forte portée par les entrepreneurs. Ça, à mon avis, on aura du mal à me contredire. Sur les projets industriels, il y a une dimension financière, puisque c'est des projets qui sont très forts en CAPEX souvent. Enfin, créer une usine comme InnovaFeed, c'est des financements importants qui sont nécessaires. Il y a souvent peu de dettes, parce que sur les projets innovants, c'est toujours compliqué de résultats quand on n'a pas de chiffre d'affaires, quand on n'a pas d'EBITDA, d'aller chercher de la dette. Donc, il faut des investissements privés, ou des fonds différents de ceux de la dette. Donc, il y a de la subvention, mais voilà, il faut des acteurs type du monde du private equity qui viennent participer à ces financements et à ces projets-là. Donc, le fonds SPI est une action publique pour amorcer cette tendance-là, mais on espère bien qu'il y aura d'autres fonds. On voit déjà que certains se positionnent avec Sofinova, avec Mirova, avec Innovacom. Donc ça, c'est des signes très positifs qui laissent penser que, voilà, que l'écosystème un peu private equity commence à s'intéresser à cette industrialisation et à ces problématiques-là, et ils voient surtout aussi un intérêt financier, parce que c'est le propre investissement, c'est l'intérêt financier. Donc ça, c'est des très beaux signaux. Je dirais que de clé de la réussite, mais sur les projets industriels, il y a aussi un ancrage territorial qui est très fort. C'est des projets qui sont pas situés en Île-de-France, comme les projets que tu citais en introduction autour du numérique, du digital, qui sont si on des participations SPI, on en a très clairement dans quasiment toutes les régions de France. Alors, on en a à l'Est parce qu'il y a des plateformes industrielles existantes, notamment à Carlin, qui sont des bases brownfield qui participent à la réussite, puisque ça permet d'avoir des bassins d'emploi industriels avec des compétences intéressantes. Ça permet d'avoir accès à des utilities aussi, à la gestion de l'eau, à des acteurs publics qui connaissent ce monde industriel et qui vont faciliter ce type de projet. Donc ça, c'est très important. Mais après, on en a aussi dans des régions agricoles, parce que pour le coup, il y a aussi un besoin de se rapprocher de ce monde agricole quand on fait du biosourcé, donc d'être présent autour d'acteurs qui vont avoir des coproduits agricoles, qui vont avoir une connaissance aussi des problématiques. Donc l'ancrage territorial pour nous et la connaissance du territoire auquel on a effectivement des fournisseurs, aussi parce que c'est souvent des centres d'intérêt très fortes et de compétences aussi et de réflexion importants. Les centres de recherche, les bassins d'emploi, tout ça, c'est pour nous des choses qu'on regarde avec attention quand on regarde un projet et qui sont, à mon avis, des éléments assez importants de la réussite des projets industriels et de leur accélération aussi. C'est-à-dire parce qu'on peut assez vite s'enliser dans des projets industriels, un écosystème riche pour venir accompagner, soutenir et accélérer un certain nombre d'étapes sur ces projets complexes. Peut-être pour terminer aussi, je pense qu'il y a aussi une vraie dynamique territoriale et un vrai intérêt de l'ensemble des acteurs territoriaux à adhérer à ce type de projet industriel, parce que InnovaFeed parlait des emplois tout à l'heure, mais là encore, si on fait le bilan sur le fonds SPI, on a plus ou moins 17 participations, ça dépend si elles sont actives, pas actives, mais nous, ce qu'on arrive à comptabiliser, c'est un potentiel de 3200 emplois directs, donc directement apportés par les et d'emplois induits, indirects de près de 17 000. Donc, c'est des sources d'emplois très significatives qui ensuite ont des conséquences économiques et sociales fortes sur les territoires. Donc, il y a un vrai intérêt des acteurs à participer à ce type de projet.
Merci, c'est en effet très intéressant et ça sur les conditions de réussite. En effet, beaucoup d'acteurs convergent sur le fait que ces startups à la fois créent de l'emploi elles-mêmes, mais du coup, on va dire, achètent ou collaborent avec beaucoup d'autres acteurs, des fournisseurs, des sous-traitants, etc., dans une dynamique assez forte et plutôt localisée en France, puisque du coup, pour trouver des fournisseurs de matières premières, c'est plus simple de les trouver qu'à distance. Donc ça, je pense que c'est aussi un point important des start-up industrielles. Clément, je crois que le siège Innovafeed est à Paris, mais évidemment pas tes outils industriels. Donc comment t'intègres cette dimension territoriale, se rapprocher d'acteurs, voilà, comment tu les identifies, comment on choisit un site, comment on recrute peut-être aussi différemment, parce que là, Innovafeed très connu dans l'écosystème. Est-ce que du coup, dans les endroits où tu as des sites industriels, Innovafeed était très connu probablement? Cet enjeu d'ancrage territorial, comment est-ce que ça fonctionne du coup dans une startup comme Innovafeed? Écoute, notre siège n'est pas à Paris, notre siège est dans la Somme, est à Nesle dans la Somme. Mais c'est une question essentielle. Je suis d'accord avec ce point. On parle souvent de l'impact environnemental qu'un modèle peut avoir, mais je pense que l'impact sociétal, en tout cas dans nos valeurs, est presque aussi important. Je pense qu'il faut avoir conscience que du rôle des startups numériques, digitales, qui est absolument essentiel dans la souveraineté et dans la prospérité de notre pays. Mais il faut également avoir conscience de l'impact que peuvent avoir aussi ces modèles sur le tissu de nos sociétés. Le numérique, le digital peut avoir comme conséquence la polarisation de nos sociétés, avec essentiellement des emplois pour les plus formés, les plus privilégiés, et qui excluent une partie de la population, une partie des territoires de la création de richesses. L'impact que peut avoir l'industrie est assez différent. L'industrie, par définition, réunit au sein d'un même projet des personnes très différentes, avec des profils, des implantations qui sont très différentes, et des gens qui font quelque part société, qui travaillent ensemble, qui sont animés par les mêmes objectifs, qui participent à la création de quelque chose. Et c'est, en termes d'impact sociétal, cette capacité à faire société avec des profils, des univers aussi différents est extrêmement important. Des choses que je trouve très fortes, c'est si l'on regarde la carte de la désindustrialisation ces dernières années et la carte du vote pour les extrêmes, il y a une corrélation très forte. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, l'impact de l'industrie, il est économique. À travers les nouveaux modèles, il est environnemental, mais il est aussi sociétal, de notre capacité à vivre ensemble. Et effectivement, ça se traduit par des créations d'emplois dans les territoires, des gens qui se rencontrent. Ça se traduit par des liens aussi avec un écosystème. Et j'ai envie peut-être d'insister sur cette notion d'écosystème qui est extrêmement importante pour la prospérité de l'énergie de l'industrie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écosystème? J'ai envie de dire que c'est tout le tissu économique qui entoure un projet industriel et qui contribue à faire sa compétitivité. Dans le cas d'Innovafeed, c'est par exemple le lien qu'on a avec des amis deniers comme Tereos, qui nous apportent des matières premières. Des liens qu'on a avec des fournisseurs d'énergie, des centrales comme Cogeban, dont on récupère l'énergie fatale. Mais plus largement, avec tout un réseau de sous-traitants, de fournisseurs qui nous apportent, qui nous fournissent des machines, qui font la maintenance de nos sites. Réseau qui travaille dans différentes industries, qui amènent les bonnes pratiques d'une industrie à l'autre et qui, quelque part, pollinisent l'écosystème, font sa richesse, sa performance. L'écosystème a besoin de ce réseau, et ces sous-traitants ont également besoin de l'écosystème. C'est vraiment quelque part quelque chose dont il faut prendre soin, entretenir, parce qu'une fois que l'écosystème s'est un peu effrité, ces dynamiques sont extrêmement compliquées pour le reconstruire. Une fois que c'est désindustrialisé, c'est extrêmement compliqué de reconstruire tout ce réseau de compétences, de savoir-faire, parce qu'un projet industriel, que ce soit Innovafeed, que ce soit, j'imagine Carriol ou d'autres projets, ne peut pas en fait exister de façon complètement indépendante. La de chacun de nos projets dépend en fait
force de ce tissu industriel dont il faut qu'on prenne soin en travaillant sur les facteurs de compétitivité aussi de la France par rapport à d'autres pays. On a parlé du financement, on peut parler de la réglementation. On a certainement l'occasion d'y revenir à travers différentes questions. Très bien. Je vais juste te reposer une question rapide. C'est du coup, comment est-ce que tu recrutes, par exemple dans la Somme, du coup, est-ce que tu passes par Pôle emploi? Est-ce que tu passes par des réseaux d'alumni? Vu que c'est des profils peut-être différents d'une boîte uniquement digitale, comment tu arrives à trouver les gens, à faire connaître Innovafeed? Je pense que c'est assez importante parce que ça te permet d'avoir certainement le moyen le plus efficace de recruter, d'avoir plusieurs centaines de personnes qui te contactent tous les mois et très clairement, je pense que la notoriété Innovafeed est plus importante dans la Somme ou dans le Nord qu'en Île-de-France. Donc à travers les médias locaux, le Courrier Picard, La Voix du Nord, le journal de l'âme. C'est vraiment la notoriété est un vrai avantage dans la capacité à recruter, à attirer des talents. Et après, bien sûr, il y a tous les partenariats qu'on met en place avec des acteurs locaux, avec Pôle emploi, Proche emploi. Il y a une fois par trimestre, il y a une job fair qui est organisée. Il y a un certain nombre de candidats qui arrivent sur des postes d'ingénieurs, de maintenance, de techniciens, d'opérateurs. Des rencontres avec les équipes Innovafeed et certains recrutements qui sont réalisés. On a recruté plus de 80 personnes dans la Somme l'année dernière. Et donc, je pense que la moitié a été réalisée par des gens qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient entendu parler de nous. Et l'autre moitié, des événements un peu plus institutionnels en lien avec les acteurs de l'emploi local, que ce soit Proche emploi, également certaines agences de recrutement. Très bien, merci beaucoup pour cette question du coup, que j'avais rajoutée par rapport à ce qu'on s'était dit. Nicolas, je crois que tu partages aussi inséré un peu dans un écosystème de financement industriel. Toi qui es sur le dernier kilomètre, du coup, cet environnement, cet écosystème autour de Cariole, c'est quel type d'acteurs, comment tu interagis avec eux, comment tu les identifies, est-ce qu'il y a une grande offre, finalement c'est encore assez nouveau? Voilà un peu l'environnement autour de Cariole qui permet à Cariole de se développer. Merci Louis. Alors je vais faire un focus autour de l'environnement industriel. Alors Chloé, je rajoute un petit sujet. Forcy ne fait pas que pour des gros camions, il faut aussi pour des carrioles, leurs batteries. D'accord. Mais toute notre nouvelle génération de carrioles, c'est presque 1 millier de batteries commandées par Forcy en cours là pour 2022 déjà, tu vois. Donc l'environnement et pour Cariole aussi. L'environnement industriel, pour répondre à ta question et pour donner une vue globale, c'est très impactant en fait. Globalement, quand on est une start-up, on a une idée tech et on a une idée de business model et de service que va délivrer notre tech. S'entourer globalement d'un environnement industriel ou de savoir-faire plus général sur la partie RH, sur la partie vente et sur le savoir-faire industriel. En fait, ça permet de passer une idée à finalement un écosystème stable, construit, qui, comme dit Clément, s'enrichit et qui permet de proposer une solution robuste et efficace. Et donc, Cariole, ça a été exactement le même constat qu'Innovafeed. Nous, on s'est entouré, on a près de 75 sous-traitants industriels sur le territoire français. Et en fait, ces sous-traitants, ils produisent pour nous des pièces qu'on leur demande de fabriquer, mais ils ne font pas que produire des pièces. C'est-à-dire qu'ils vont chacun nous apporter leur savoir-faire, et leur savoir-faire, en fait, il est issu de l'ensemble des clients qu'ils adressent. On travaille par exemple avec un taulier à Cholet, il travaille beaucoup pour JC Decaux et Renault. Quand nos équipes d'ingénieurs elles vont chez le taulier et qu'elles vont lui expliquer un petit peu les pièces qu'elles sont en train de développer et qu'on fait de la co-conception avec le taulier, quelque part, lui, il nous apporte du savoir-faire industriel français dès la phase de conception. Donc, s'entourer de partenaires qui ont des savoir-faire, que ce soit en fabrication sur la supply chain en parlant d'industriel ou que ce soit par exemple sur le recrutement. La thématique de recrutement, c'est la même pour l'ensemble des sociétés en France. Pour simplement, nous, on a une spécificité, on est une start-up comme Innovafeed.
vous êtes une PME, vous êtes une société de service, vous êtes un grand compte, le sujet du RH et du recrutement, c'est presque le même. Donc, s'entourer sur la supply chain ou sur le RH de savoir-faire, ça permet vraiment de grandir, de bénéficier de l'ensemble de la chaîne de valeur qui existe en France. Et ça permet d'aboutir à une solution qui est faite, qui passe d'une idée à un produit fiable sur l'ensemble de la chaîne. C'est vraiment ça, un des impacts de l'industrialisation qu'on souligne assez peu en fait, mais qui fait grandir des idées. J'ai été assez global sur la réponse, je m'en rends compte, Louis. Je pense que je suis absolument d'accord avec ce que partageait Nicolas. C'est vraiment cette idée de pollinisation où on ne se rend même pas compte en fait du nombre d'idées qui ont été mis en œuvre dans nos process internes en tant qu'industriels, qui viennent en fait de nos partenaires, de nos équipementiers, et donc c'est le moyen où les industriels partagent des idées et qui font qu'en fait c'est souvent un pays est fort en industrie, un pays est faible en industrie. Je pense que la réussite de l'industrie automobile en Allemagne, c'est exactement ce mécanisme, c'est des compétences qui se partagent et l'acteur A bénéficie du savoir-faire de l'acteur B et réciproquement. Donc, il faut vraiment qu'on rentre dans cette logique et qu'on ait comme objectif, enfin, quelque part, les choses vont diverger. Des acteurs qui vont devenir des pays, des régions et des pays qui vont devenir des acteurs industriels forts, et des pays et des régions qui vont s'effondrer parce que l'écosystème sera moins puissant et moins fécond. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est aussi, on parle de start-up industrielle, il y a ce que vont apporter quand vous avez une start-up et des acteurs, un écosystème qui est à l'écoute, justement pour créer ces liens forts et j'aime bien le terme que tu utilises de polymérisation, je te le repiquerai si tu me permets. Mais ça minimise aussi beaucoup de risques. Parce qu'en fait, en consolidant les liens, en faisant des échanges justement de savoir-faire, en apportant de l'agilité aux structures industrielles et les structures industrielles nous apportant du process et du savoir-faire, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'à la fois, effectivement, on crée un écosystème puissant qui fait qu'on a une nation qui devient efficace sur la partie industrielle et à la fois, on sécurise des idées et des projets en leur donnant une réalité, en fait. Une réalité, une temporalité, une réalité, c'est souvent ce qui manque quand on passe du projet à la réalisation. Très bien, merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question pour vous trois, qui est finalement, vous avez fait passer le message, qui est une dynamique start-up industrielle en France, qui répond très largement à un enjeu environnemental. Quelles seraient un peu les conditions pour que ce soit un mouvement plus grand au sein de l'écosystème? Est-ce qu'il y a des conditions non remplies actuellement? Et je rajouterai une seconde. Est-ce que les concurrents internationaux start-up industriels viennent déjà vous concurrencer en France ou sur vos marchés? Ou finalement, est-ce que les boîtes industrielles vont d'abord sur leur marché et n'arrivent qu'après? Voilà, il y a un enjeu de concurrence, il faut avoir un peu le meilleur produit, etc. Mais faut aussi arriver en premier sur le marché. Donc voilà, est-ce que cette notion de concurrence, notamment internationale, elle est déjà présente chez vous ou pas? Voilà, donc je vous laisse tous les trois répondre un petit peu à ces questions. Clémence, je pense que c'est une question. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie, pardon. Il y a eu un peu de décalage, vas-y, je t'en prie. Non, mais la réponse est clairement oui. La notion de dès qu'un marché est prometteur, la concurrence internationale est très claire. Et moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que c'est plus les gros qui mangent les petits, mais c'est les rapides qui mangent les lents. C'est assez clair. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, en France, on n'a pas toujours été les meilleurs. Et un seul chiffre que je trouve frappant, c'est si tu regardes les 100 plus grosses boîtes américaines, il y en a 40 qui ont moins de 35 ans. En France, c'est 7. Parmi les 7 plus grandes boîtes françaises, parmi les 100 plus grandes boîtes françaises, il y en a 7 qui ont moins de 35 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a raté
certaines des révolutions industrielles, certaines révolutions technologiques de ces dernières années. Et je pense qu'on les a ratées parce qu'on n'a pas su être suffisamment rapide. C'est deux facteurs, mais c'est un des facteurs importants, suffisamment avoir suffisamment de célérité dans la mise en œuvre des solutions, dans leur scale. Donc, on sent qu'il y a un certain, on sent le souffle du changement, j'ai envie de dire, des choses dans le bon sens, à travers des mécanismes, par exemple comme France Expérimentation, dont on a été lauréat. Il y a encore beaucoup de travail. On parlait je regarde juste la réglementation qui encadre les projets industriels, la réglementation ICPE. Il y a des progrès, mais notre usine, on a mis 8 mois à avoir un enregistrement, 16 mois à avoir une autorisation. C'est pas mal, plutôt pas mal par rapport en fait au benchmark. Et c'est encore trop lent par rapport à des projets. C'est innovatif de développer ces projets à l'international. Aux Pays-Bas, il y a un engagement d'obtenir le même type d'autorisation en 4 mois. 16 mois par rapport à 4 mois, ça fait 1 an de décalage. Innovatif à 5 ans. 1 an, c'est massif. C'est toute la différence. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on travaille sur ce sujet-là. Et si on veut être une nation qui est un leader industriel, il faut qu'on soit les plus performants, les plus efficaces, les mieux disants sur ces sujets d'agilité et de collaboration. Je sais que c'est un sujet qui est bien identifié, mais c'est absolument critique et il y a encore beaucoup d'efforts et de travail à réaliser dans ce domaine-là. Bonjour, je réinterviens. Alors, pour vous dire, il vous reste 3 minutes avant la fin de la session. Questions dans le chat, si vous souhaitez y répondre. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, Louis, ou sinon je vous les donne en lecture. Oui, il y a une double. Alors, je pense sur les deux. La première, c'est sous quelle forme investit le fonds SPI. Et la deuxième, c'est est-ce que l'aide à l'industrialisation peut inclure des phases de recherche et développement. Voilà, c'est 2 questions. Pour le fonds SPI. Alors, on investit en equity et quasi-equity, donc on prend des parts du capital d'une entreprise. La forme, la structuration, tout ça, c'est agile, on l'adapte à chacun des projets, donc on regarde vraiment quels sont les enjeux du projet, quels sont ses risques, quelles sont les ambitions du partenaire. Donc, on a des projets dans lesquels on a des JV, on est dans la JV, on a avec un partenaire industriel, on a des projets où on est directement dans les startups. Donc, tout ça est modulable et on essaye d'être le plus intelligent possible pour la pertinence du projet. Et après, alors pour le fonds SPI, on intervient quand le produit est arrivé à un niveau de maturité suffisant en termes de R&D et de notions d'innovation technologique. Il peut y avoir un peu de fin de R&D sur ce produit-là. Et après, bien évidemment, on accompagne la société sur les futurs produits qu'elle a volonté de développer. Donc, une société innovante, elle a vocation à rester innovante. Il faut qu'elle reste innovante et qu'elle dans le développement, dans la recherche, et tout ça, on l'accompagne dans le cadre du différent projet. C'est ça. Sur la partie financement, Louis, je peux apporter des éléments de réponse de la R&D. Il nous reste 1 minute, mais vas-y, je te laisse. Chiffres, hein. Nous, 40%, on a été beaucoup soutenus dans notre industrialisation. 40% des charges de R&D ont été soutenues en moyenne par des subventions de l'État. Et on a bénéficié du plan de relance de l'État dans le cadre de la réindustrialisation des territoires. Et dans ces programmes-là, ils incluent toujours une partie en R&D, puisqu'ils sont bien conscients qu'on industrialise sur un potentiel de R&D. Donc, c'est très présent. Voilà, pour répondre à cette question bien spécifique. Et d'ailleurs, c'est très utile parce que ça rejoint ce que dit Clément. On a un talent d'ingénierie de très haut niveau en France. Je pense à une élite mondiale en ayant fait des parcours croisés dans différents pays. Et avoir un écosystème qui permet d'aller vite, d'être efficace et qui permettrait d'accompagner cette ingénierie, c'est la clé pour demain devenir une nation qui crée des vraies licornes industrielles et technologiques. On a le cerveau, il nous faut maintenant peut-être changer un tout petit peu l'accompagnement.
coup, je vais profiter des secondes pour remercier Michel Psychologique qui nous a tous invités, qui a mis à l'agenda ce sujet des startups industrielles et green tech. Je pense qu'il nous passionne tous les quatre et on travaille beaucoup avec eux sur ce sujet. Donc du coup, merci à eux pour cette invitation, ce qui n'était pas. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu échanger. Et merci à tous les trois pour ces échanges très intéressants. Merci à vous tous. Et donc, le replay sera disponible d'ici la fin de la semaine sur le blog. Je vous invite à le consulter. Et je vous invite à la table ronde suivante qui débarre à 11h20 sur le réseau national des incubateurs Green Tech et des écosystèmes dynamiques. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.